ces activités merveilleuses de la G7 21. Merci. Alors, bon, le mécanisme de finances solidaires depuis les gouvernements locaux, c'est le titre de la présentation et le modérateur sera M. Manuel Patrick Alfonso Ulrich, coordinateur régional d'Amérique du Sud de l'Asparen Centuf en Allemagne. Bon, vous m'excuserez de ma prononciation, qui est un partenaire et un sponsor. Merci pour toutes les ressources que vous avez contribuées. Il a 20 ans de parcours, plus de 20 ans de parcours professionnel. Il travaille depuis 20 ans avec des entreprises, avec la COED, des entreprises comptables. Bon, aujourd'hui, je fais mon exercice en allemand et il est formateur accrédité au Centre international de formation des Nations Unies à Torino et en Italie. Après quelques brèves expériences avec la Banque des investissements, il a travaillé dans des thématiques liées aux microfinances et au développement de systèmes financiers en réalisant des missions sur le court terme dans plusieurs pays d'Amérique latine et Europe de l'Est, des missions sur le long terme au Pérou, l'Équateur et la Chine. Il connaît les institutions microfinancières depuis la perspective du manager et la perspective du consultant. Depuis janvier 2019, il est le coordinateur régional d'Amérique du Sud de l'AUDET, Sparsentifurt, pour l'International Corporation, depuis 10 ans de collaboration active en tant que directeur et porteur des projets, consultant senior dans différents pays et continents. Et il est titulaire au poste de l'inclusion financière en Amérique du Sud. Et il a énormément d'expérience en Italie, le Salvador, Argentine, Honduras, Azerbaïdjan, Chine, Équateur, Pérou, Cuba, Mexico, Chili et prochainement la Colombie. Alors, sans plus, je donne la parole à notre modérateur avec la plénière mécanisme de finances solidaires depuis les gouvernements locaux. Alors, Louis, bonjour à tous, à l'équipe d'organisateurs, à tous les collègues en coulisses qui ont organisé cette manifestation. Merci pour m'avoir missionné comme modérateur. Chers panélistes, cher public, bonjour, bon après-midi, bonne nuit à tous, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous à cette session. Bon, d'emblée, quelques petits rappels techniques pour cette session. D'un côté, nous tenons à vous rappeler que nous sommes en transition directe sur le www.gcf2021.org et cette session aura un service de prestation, la prestation d'interprétation simultanée espagnol, français, anglais et utilisez tous le hashtag G72021, l'événement de l'économie sociale et solidaire le plus important du monde entier dans toutes les communications et sur Zoom, exclusif pour les panélistes et tout commentaire à saisir et envoyer à quelqu'un ou au groupe de panélistes. Nous vous prions de laisser vos commentaires sur la page de la manifestation et les réseaux sociaux de l'INAES qui seront supervisés pour après passer vos questions aux orateurs. Bon, maintenant j'ai le plaisir de saluer José Manuel Cruz Contreras. Je vais le présenter. José Manuel Cruz Contreras est ressortissant de la vallée de Santiago, Guanajuato, Mexique, avec plus de 25 ans dans le mouvement coopératif. Il est président des coopératives à l'épargne et aux emprunts de la Copamex et il a été directeur général de la caisse communautaire Caisse Arenom. Sans plus, je vous cède la parole pour une brève introduction et établir le contexte de cet échange. Merci beaucoup. Merci Manuel, un plaisir que de t'envoyer mes salutations. Tu es en Allemagne et je vois que tu as ici une espèce de guayabera mexicaine, un plaisir de te
dire bonjour et bonjour à toutes les personnes qui se sont joints à notre manifestation depuis les différents fuseaux horaires autour du monde pour se joindre au G7 2021. Salutations au comité organisateur. Je vous remercie de cette opportunité, de cette invitation au nom de la Confédération des coopératives de l'épargne et de l'emprunt et des crédits que je préside. Et merci pour cette distinction. Et pour cet honneur, le secteur coopératif d'épargne et d'emprunt du Mexique est composé de 155 coopératives régulées par la Commission bancaire et des titrisations de ces coopératives qui sont mises en exergue. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est donner une impulsion aux finances durables. Le secteur coopératif travaille avec l'Alliance coopérative internationale dans le cadre du pacte vert coopératif et pour prendre soin de la planète par le biais des personnes qui vont aider à la conservation de notre environnement et de nos ressources naturelles. Et par ailleurs, le thème qui est important, tels les mécanismes de finances solidaires depuis les gouvernements, à partir des gouvernements locaux, comme j'en parlais avec mes collègues du panel. Point de vue de cette perspective et de différents rôles que les personnes peuvent jouer. Le temps s'avère trop court, mais l'expérience de chacun, comment les gouvernements locaux, dans les différents modes d'organisation qui existent dans le monde entier pour favoriser l'inclusion des personnes les plus démunies qui ont besoin d'un financement. Et pour pouvoir faire le transfert de leurs épargnes, les coopératives sont un mode idéal pour que les personnes le fassent, mais ce n'est pas la seule méthode qui existe. Il y a des systèmes qui cherchent également à inclure les personnes. Donc, il faut tous travailler à l'unisson. Nous ne sommes pas tous seuls. Seul au Mexique, plus de 8 personnes qui sont rattachées à une coopérative, mais il y a des millions de personnes qui sont rattachées à d'autres figures et d'autres systèmes associatifs. Et c'est là où le gouvernement doit soutenir les politiques publiques qui puissent bénéficier de l'inclusion financière et sociale. Merci. Merci, Juan Manuel. Je te laisse la parole pour profiter des commentaires de chacun des intervenants et félicitations. Merci, José Manuel. Bon. Quelque chose de très important que vous avez mentionné, c'est une inspiration et que nous allons sur lesquels nous allons nous interroger en profondeur suite à tous les commentaires des panélistes. Et il me semble qu'il est temps de présenter nos collègues. Je vais présenter Jordi Ibáñez Pulido, directeur de la Fondation Finance Éthique, diplômé des sciences entrepreneuriales de l'Université de Barcelone et spécialité en entité sans but de profit, sans aucun but de profit. Et avant, il a travaillé comme responsable du développement de la banque éthique dans la région méditerranéenne et responsable du département commercial et de la communication de la Fondation Formació et Treball de Caritas Diocesana de Barcelone. Il a été coordinateur des codes crédits de Catalogne et technicien des microcrédits de la Fondation Ung Solmon de la Caixa en Catalogne. Et nous avons également la présence d'Anabelia Cristina Zamora Albornoz et qui a un diplôme en communication sociale et professeure en méthode de la communication. Elle est chilienne mais habite en Argentine depuis 18 ans et son
cours combine la planification et l'application de stratégies de la communication dans les organisations de la société civile, spécialement sur le terrain de la communauté sociale et solidaire avec des projets, des initiatives de liaison avec la communauté et l'enseignement depuis l'Université nationale de General Sarmiento. Et la dernière année, au cours de cette dernière année, elle a fait partie de différentes équipes techniques à l'Institut national de l'associativisme et l'économie sociale, l'INAES, qui est rattaché au ministère du Développement productif de la nation d'Argentine. Et bonjour, Bélia. Nous avons également la présence de Milder Villegas est québécois d'origine péruvienne, titulaire d'un master en gestion d'entreprise de l'UQAM avec plus de 25 ans de parcours dans le secteur des finances traditionnelles et solidaires. Et sa profession l'a mené à faire partie de nombreux conseils administratifs et d'organisations qui opèrent dans le cadre du développement économique et social depuis 2011. Il a été directeur général de Philaction, un fonds d'impact qui porte soutien aux PME au Québec, plus spécifiquement pour le bénéfice de l'économie sociale, la culture, le tourisme et la diversité entrepreneuriale. Et Milder, bonjour, bienvenue. Et de plus, nous avons parmi nous Juanita Virginia Salinas Vázquez, économiste de l'Université de Cuenca en Équateur, professeur de deuxième cycle de l'Université d'Azuay, Équateur, spécialiste en questions de genre et expert en l'évaluation de l'impact environnemental de l'Université de Malaga, masters à gestion entrepreneuriale et master de projet de développement local de l'Université Polytechnique de Madrid et candidat au doctorat à la gestion de projets de développement local avec la même université. Elle a travaillé dans plusieurs ONG et avec une expertise en égalité entre les sexes en Équateur et depuis 11 ans, elle est professeure à l'Université salésienne d'Équateur. Son domaine de recherche ces dernières 10 années gravite autour des finances solidaires, le développement local, le coopérativisme et l'économie solidaire. Madame, bienvenue, Juanita. Et en plus, la présence de Luis Sato de la Caisse municipale au crédit de Luciane. Il est ingénieur agronome avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des microfinances, tout spécialement le développement de produits de crédit. Et maintenant, il est titulaire comme gérant de l'unité d'affaires non présentielles pour développer les canaux de prise en charge pour les clients de la Caisse communautaire d'épargne et de crédit de Suliana. Et sans plus, un plaisir que de rencontrer quelques-uns d'entre vous avant la pandémie et c'est un plaisir que de vous recevoir ici dans l'occasion d'un nouveau panel virtuel. Alors, nous allons lancer nos échanges, nos débats pour connaître vos initiatives, vos acquis, vos expériences et là-dessus, je vais expliquer la dynamique de la session. Dans cet espace, nous tiendrons 2 cycles de dialogue. Nous allons partager les expériences avec nos panélistes, hommes et femmes. Et à chaque cycle, je vais poser une question principale, une question clé. Et après cela, chacun aura au premier cycle 4 minutes et après 3 minutes pour exprimer leurs pensées et leur vécu vis-à-vis de la question qu'on aura posée dans le contexte déjà ébauché par José Manuel. Et sur une slide, quand vous aurez encore 1 minute, vous serez prévenus et essayez de conclure et de terminer à temps. Et à la fin de la session, nous aurons un espace de 15 minutes pour les questions du public qui pourront être adressées aux participants ou aux intervenants spécifiquement ou à tout le groupe. Alors, vous pourrez utiliser les médias. Et bon, nous voici le premier tour de questions. Nous avons fait cet échange d'expériences. Nous allons donc démarrer avec la première question clé.
Alors, pourriez-vous nous parler en détail et nous dire comment l'expérience présentée va contribuer à créer des mécanismes de finances solidaires et tenez en compte que la plupart des personnes probablement ne connaissent pas l'initiative ou n'ont pas entendu parler de l'entreprise que vous représentez ou à laquelle vous êtes rattaché. Alors, quelle est la valeur que cela représente? Quelles sont les caractéristiques qui les différencient d'autres initiatives et comment cela va contribuer à créer ces mécanismes de finances solidaires si nécessaires dans de nombreuses régions de notre planète. Alors, pour les représentants des entités financières, peut-être ciblez-vous et apprenez au public quelles sont vos activités, les activités que vous gérez, pourquoi votre entité est une entité ciblée sur les finances solidaires. Alors, sans plus, Jordi Bagnès, vous avez la parole. Bonjour, merci, ravi d'être ici. J'ai participé au G7 de Bilbao il y a quelques années et j'ai adoré, et franchement, j'ai adoré l'expérience. Alors, c'est un plaisir que de se retrouver. Et bon, je regrette de ne pas pouvoir être là en présentiel et le forum de Bilbao était très intéressant, mais j'ai vu la salle de siège et les robes de Paola. Je crois que ce forum va être inoubliable, inédit, surtout que de cette volonté de changer la donne, surtout dans la joie. Bon, la Fondation Finance Éthique, Finanzas Éticas, que je représente en ce moment, nous faisons partie du réseau Banque Éthique, Banca Ética. Nous sommes un groupe coopératif, un mouvement de citoyens qui a une présence en Italie, en Espagne, dans les deux pays. Le groupe est composé de nombreux outils et tout principalement la banque, évidemment, la banque coopérative, une banque autorisée qui a l'autorisation d'opérer comme une banque et pouvoir accueillir l'argent et les transferts du public sans profit, sans but non lucratif, avec un but non lucratif. Et en plus, la participation, nous travaillons dans ces espaces de participation et la banque rassemble près de 50 000 personnes, donc ce n'est pas insignifiant. Et c'est une banque avec toutes les caractéristiques de la banque populaire et il n'y a aucun partenaire coopérativiste ou institutionnel qui représente plus de 1% du capital. Donc, nous avons une énorme vocation de travail en réseau, de nombreux espaces de coopération. En plus de la banque, le projet a déjà déployé de nombreuses initiatives et c'est ce qui distingue la banque éthique. Et nous avons déjà mis en œuvre deux fondations, une en Italie, une en Espagne. Nous avons également une entité microfinancière qui travaille également pour doter de ressources dans le cadre de l'agronomie coopérative et nous avons une société de gestion d'actifs éthiques qui s'appelle Ética CGR et un ensemble d'associations et de finances éthiques que nous travaillons conjointement avec la Fondation et les associations. Quelle est notre contribution au déploiement des finances solidaires? Bon, en résumé, puisque nous n'avons pas trop de temps, nous travaillons sur 3 vecteurs. Nous travaillons également à des activités culturelles, avoir des outils financiers. Bon, cela est important, mais nous savons que la plupart du monde continue à tourner dans d'autres paramètres. Donc, on ne peut pas changer les finances sans promouvoir un changement culturel également. Donc, là-dessus, nous faisons beaucoup de travail là-dessus et nous gérons les finances solidaires avec la banque elle-même. Et
Sachez que lors du dernier bilan, après les 20 ans de la banque éthique, nous avons fait le constat qu'au moins 50% des clients avaient été rejetés avant par la banque conventionnelle. Et donc, c'est une donnée qui vient à expliquer la situation. Alors, nous avons un niveau très faible de dette. Nos clients nous choisissent avec une grande objectivité. Et une troisième ligne d'activité, l'activité parabancaire, comme on l'appelle. Et comme je vous disais, nous avons reçu de nombreuses demandes de projets et l'expérience nous indique qu'on ne peut pas offrir une réponse à partir de la banque elle-même parce que quand nous ne pouvons pas toujours donner des crédits s'il n'y a pas une évidence de pouvoir repayer ces crédits. Mais nous sommes en train de lancer ce concept d'économie solidaire et nous avons mis en place des mécanismes de financement, des lignes de garants, de finances d'impact, en promouvant le capital social et même avec l'accompagnement des entités qui parfois ont besoin de financement. Et nous avons déjà un bon parcours pour pouvoir soutenir nos activités. Et j'en termine là. Tout ce mouvement associatif de l'économie sociale et coopérative et avec des administrations publiques au niveau local, car au final, nous sommes des entités d'intérêt public et ceci nous unit aux administrations publiques qui également jouent un rôle, qui sont des partenaires, et nous menons de l'avant nos projets avec eux. Alors, c'est par là que je commencerai la présentation de notre travail et je donne la parole à notre collègue de nouveau. Merci, Jordi. Directement, passons à Nabelia Zamora pour qu'elle nous parle des initiatives gérées. Merci pour cet espace et pouvoir vous parler des banques communales, une technologie des finances solidaires depuis l'Argentine. Et nous appartenons au Sud global avec des caractéristiques cycliques de crise économique qui approfondissent et qui aggravent la situation de vie, les conditions de vie des plus démunis. Et ces initiatives, il faut tenir compte d'où elles sont situées. L'initiative de la Banque communale surgit d'un parcours personnel en tant que travailleur dans différentes institutions vouées au microcrédit et une recherche également que j'ai menée avec la méthodologie de recherche d'action participative afin de compléter mon master. Et je veux expliquer le cadre régulatoire dans lequel s'insèrent les microfinances. En 2006, on promeut la loi 1127 des crédits pour la promotion des microcrédits pour le développement de l'économie sociale. Et à partir de ce moment et à travers des organismes, on crée la Commission nationale des microcrédits et on travaille en déléguant les institutions d'organisations intermédiaires, l'arrivée des financements et les entrepreneurs individuels. Et cette loi offre des mécanismes pour renforcer et pour donner une formation aux entreprises de crédit. Et cela fait 15 ans qu'on a commencé à travailler et donner le financement et offrir un accès aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès à la banque traditionnelle et à la banque conventionnelle. Et un an après la promulgation de la loi, on avait déjà remis plus de 70 millions de dollars de nombreux microcrédits à travers de 1700 organisations, institutions. Et après avoir reçu ces microcrédits, ils reprêtaient l'argent et réempruntaient l'argent et créaient un cercle vertueux. Mais
en se ciblant sur la remise de ces microcrédits et tout cela soutenu par la loi. Nous avons maintenant des méthodologies utilisées par les institutions, les organisations des microfinances, le microcrédit individuel, le groupe avec des garanties solidaires et la banque communale sur laquelle je vais m'arrêter. La banque communale est la moins utilisée de ces trois technologies. Toutefois, c'est des mécanismes qui surgissent dans les territoires avec l'accompagnement d'organisations spécifiques pour que les intégrants, la plupart d'entre eux, des femmes, puissent avoir des épargnes et puissent se prêter de l'argent entre elles et dans la communauté, les amis, la famille, etc. Et construisent des mécanismes de confiance et d'apprentissage qui leur apprendront à qui ils peuvent prêter de l'argent et à quel taux d'intérêt et génèrent d'autres mécanismes d'emprunt pour la reproduction de la vie, par exemple, urgence en matière de santé, éducation, etc., les enfants, et qui génèrent d'autres formes de soutien quand ils ne peuvent pas couvrir le montant des crédits qui leur ont été octroyés. Depuis l'expérience du travail que j'ai eu dans une des institutions qui applique cette méthodologie à Buenos Aires, l'accompagnement des gouvernements locaux a été pratiquement inexistant, nul, et plutôt des prestations d'espace physique pour des activités de formation ou des collaborations ponctuelles pour gérer certaines activités. De plus, j'ai accompagné deux banques communales dans leur activité de détachement de ce système et d'autres banques qui ont lancé une nouvelle étape qui a commencé à la fin de 2015 et qui empirait les situations économiques et sociales et qui avait une répercussion sur ces femmes qui créent leur propre travail. Donc, ces groupes subissaient la crise aggravée en ajoutant la pandémie et ont généré une stratégie comme alternative pour leur communauté comme la seule source de financement pour ceux qui n'ont pas accès à la banque formelle. Avec une politique publique nationale d'accès au financement et à l'économie sociale et solidaire, les banques communales qui existent et persistent sur les territoires au-delà des institutions des microfinances et malgré les difficultés de leurs membres dans des contextes de vie si adverses, sera une opportunité pour les gouvernements locaux pour se complémenter avec des instruments co-construits qui contemplent et envisagent les caractéristiques des territoires. Et depuis le regard des finances solidaires, ces groupes auront de meilleures conditions d'autonomie si on applique les deux autres technologies pour une durabilité et une incidence sur le territoire quant à l'accès au financement comme un droit en soi. Et c'est là qu'on a besoin des États locaux qui reconnaissent tous ces processus et les valorisent en reprenant ces expériences et en ayant une intervention pour construire des politiques qui vont transcendre les administrations tournantes et que cela ne dépende pas seulement des capacités, aux dépens des membres. Alors, je m'arrête là et lors du deuxième tour, j'approfondirai. Merci beaucoup. Anna-Beya Milder, parle-nous de ton expérience, s'il te plaît, au Québec. Merci et c'est un plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. J'ai déjà participé en plusieurs occasions avec le GCF et aujourd'hui d'une manière différente, ici de ma façon virtuelle au Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation qui s'est appelée Cap Finance. Et en espagnol, c'est le cap sur les finances, quoi. Cap Finance, c'est l'orientation. Je suis le directeur général d'un fonds d'impact ici au Québec et qui travaille sur deux volets. Un, c'est les investissements directs pour le développement d'entreprises à l'économie sociale ou des entreprises de ce qu'on appelle l'inclusion financière et tout cela avec une toile de fond qui sont les objectifs, les 17 ODD. La capacitación, la estructuración de fondos de capital o de crédito que hay para diferentes poblaciones o
sectores económicos que tienen poco o no tienen acceso al financiamiento. Bueno, esa es Filacción, la organización que yo dirijo. Filacción es miembro de CAP Finance. CAP Finance son 9 organizaciones que luego voy a regresar ahí sobre las 9 organizaciones, pero antes que nada, para explicar lo que va a venir después, les explico que Quebec es el equivalente de 5 veces el tamaño de lo que es Francia. O sea que es un territorio inmenso, pero solamente tenemos 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes es un territorio inmenso. Segundo o tercero, es una nación de habla francesa en un mar de América del Norte. C'est une nation de langue française dans une mer anglophone. Donc, culturellement et historiquement, on essaye toujours de travailler en collaboration, en communauté, avec des alliances, mais d'une manière pratique et non pratique. Donc, je reviens aux 9 organisations qui sont membres de CAP Finance. Nous avons la Caisse d'économie solidaire qui est Desjardins, qui est une caisse exclusive pour les entreprises d'économie sociale. Nous avons la fiducie du chantier d'économie sociale, qui est une organisation de la société civile qui administre des photos exclusivement au niveau de l'économie sociale. Filacción, micro-entreprendre également, qui travaille surtout dans tout ce qui est l'inclusion financière dans le microcrédit au Québec. Un microcrédit entrepreneurial. Et puis nous avons 2 fonds des travailleurs. Le fonds de solidarité, qui est un fonds de travailleurs. Ce sont des travailleurs qui contribuent à la création de ce fonds, qui ont plus de 13 milliards de dollars. Et le deuxième fonds de travailleurs, qui est également créé par un autre syndicat, qui a 3 milliards de dollars et qui travaille surtout exclusivement pour tout ce qui est le développement durable. Le fait d'avoir surtout 2 organisations de ce niveau avec une telle capacité d'investissement, c'est quelque chose d'assez remarquable. Voilà comment on travaille dans CAP Finance, dans l'ensemble. Les exemples que nous avons à CAP Finance dans le travail en alliance, en collaboration de manière pratique et non théorique, comme je le disais il y a quelques moments. Bon, je vais vous en donner 3 ou 4 exemples. Un, d'une seule voix. Par exemple, nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral. Quand je dis une seule voix, ça veut dire que le gouvernement fédéral voulait implanter quelque chose au Québec et donc de manière collective, nous décidons ce qui est nécessaire pour le Québec. En deuxième lieu, de manière conjointe, nous avons travaillé ensemble à la création d'un guide d'analyse de projets en économie sociale. Et nous l'avons fait à partir des expériences de chacun. Et pour finir, l'année dernière, il y a eu une consultation du gouvernement du Québec pour décider le plan d'économie sociale pour les 5 prochaines années. Et encore une fois, nous avons travaillé pour cela de manière conjointe. Donc, ce sont 9 organisations qui sont libres, autonomes et indépendantes. On travaille en collaboration, ce qui ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas de la concurrence, mais c'est une concurrence saine. Je reviendrai plus tard avec le reste de l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Milder. C'est difficile de respecter les temps, n'est-ce pas? Cependant, on continue dans l'ordre. Je cède la parole maintenant à Juanita. Juanita, nous t'entendons. Bonjour, Manuel Alfonso. Merci pour cette présentation. Merci aux organisateurs de l'événement qui me permettent de partager ce panel avec des intervenants si distingués. C'est un espace particulièrement intéressant pour la promotion d'un monde plus inclusif, le Forum global ou mondial pour l'économie sociale 2021. Je vais essayer de respecter les temps pour répondre à la question « Comment est-ce que mon initiative contribue à créer des mécanismes de finances solidaires ?» Pour commencer, je veux dire que ce que je vais présenter est le fruit d'un effort conjoint
entre les membres et les leaders des organisations de l'économie solidaire et populaire de l'Équateur et des institutions de finances solidaires, des chercheurs et des universitaires. Et nous tous, nous voulons construire un système financier inclusif. Ce que nous pouvons dire, c'est que malgré les progrès qui ont été faits dans les services financiers, il reste encore des difficultés pour incorporer les principes communautaires d'action solidaire. L'on continue à évaluer le profil de risque selon le profil économique des sujets, indépendamment de leur contexte d'action. Ceci, bien sûr, correspond à un individualisme institutionnalisé qui invisibilise la capacité et l'action collective et désincorpore l'aspect économique du social, méconnaît les aspects communautaires et les pratiques de travail associatif qui permettent la satisfaction des nécessités et l'insertion sociale d'importants segments de la population. C'est pour cela que l'initiative que nous proposons consiste à renforcer la méthodologie de prestation des services financiers depuis l'ensemble d'institutions que constituent les finances solidaires. Nous voulons valoriser cette catégorie qui s'appelle capital social. Il s'agit là d'un patrimoine des organisations qui leur a permis de créer de la valeur. Cependant, valoriser le capital social est une tâche complexe puisque cela explique de bien connaître les caractéristiques intrarelationnelles du groupe et à plusieurs niveaux d'interaction, c'est-à-dire dans le contexte d'action du groupe, dans le profil de l'organisation et dans la relation entre ses membres. C'est cette interrelation des différents niveaux, ce qui explique la qualité du tissu social qui fonde l'action sociale de ce groupe. Pour les personnes qui intègrent cette organisation, le capital social fait partie de leur patrimoine intangible. Ça fait partie de leur capacité qui promeut l'identification d'alternatives pour satisfaire à leurs nécessités. Alors que pour les institutions de finances solidaires, valoriser le capital social des membres, c'est quelque chose qui favorise l'effectivité de leur activité financière. En effet, les valeurs de solidarité, de confiance, de coopération et de réciprocité soutenues par ce genre d'activité donnent de la puissance à leur analyse économique et fournissent de l'information suffisante pour faire face aux risques de sélection adverse dans les opérations financières. C'est pour cela que nous considérons que la proposition de valorisation du capital social et son incorporation dans la méthodologie de prestation des services financiers favorisera l'inclusion des finances solidaires et des groupes de l'économie solidaire dans le contexte local. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Juanita. C'est très clair, très concis. Luis Sato, tu vas nous raconter l'expérience de Cara Suriana. Merci à tous, merci pour votre invitation. Moi, je me sens très chanceux d'être ici accompagné de toutes les personnes de ce panel. Cara Suriana est une microfinancière dont le siège principal se trouve dans le nord du Pérou. Cara Suriana commence ses opérations dans l'année 1986 et actuellement compte sur 67 bureaux au niveau national dans les 14 régions du Pérou. Nous avons ensuite associé différentes régions. Le chemin a été semé de défis, mais nous pensons que grâce à notre structure institutionnelle, nous avons réussi à relever tous les défis pendant tout ce temps.
Nous pensons que le sens de notre entreprise, c'est nos clients et la relation que nous avons avec eux. Pour parler de ce que nous faisons, les finances solidaires sont destinées à créer un lien entre l'institution financière et ses clients. Ces liens se consolident à partir d'un cadre de confiance et d'empathie. L'empathie, je pense que nous l'avons créée, nous l'avons développée en étant près du client, en apprenant à le connaître, en lui donnant un accompagnement. Et dans cette approche, nous sommes rendus compte qu'il y avait une nécessité qui n'était pas satisfaite et qui correspondait au thème de l'amélioration dans les systèmes d'eau et d'assainissement. Nous voyons que nos clients augmentaient leurs affaires, leur business, et il y avait une partie qui ne se développait pas, et c'était la qualité de vie. Donc, dans cette perspective, nous, avec l'ONG Water, nous avons décidé de développer un produit qui s'appelle Vivre mieux. Ce produit vise à réduire la brèche d'eau et d'assainissement qui existe dans notre pays et vise à améliorer la qualité de vie des clients. Le produit financier est destiné à nos clients qui souffrent de cette brèche et qui donc n'avaient pas développé les thèmes d'eau et d'assainissement. Dans certains cas, l'on a développé le système d'égout. Dans d'autres, nous avons simplement complété tout le système de drainage et d'égout. Et avec cela, nous avons rétréci tous les liens des finances solidaires. Nous avons nous avons travaillé au niveau financier dans la formation de la population rurale. Pour ce qui concerne la santé, je pense qu'il y a eu des effets positifs. On a évité que les familles aient un problème de maladie ou de contagion. L'impact social permet maintenant qu'il y ait plus d'hygiène, il y a des cuisines, des salles de bain, des toilettes. Et donc, comme ça, maintenant, les clients, ils payent pour l'eau, mais ils ont une installation de toute une série de services domestiques. Je m'arrête là pour respecter les temps. Merci beaucoup. Je pense que vous avez été très concis, vous avez dit des choses très claires en très peu de temps. Pour essayer de résumer un petit peu, je dirais la chose suivante. L'inclusion financière a différentes composantes. On parle de l'accès aux services, mais pour que ces services soient de qualité, soient disponibles pour qu'ensuite ce soit utilisé avec responsabilité de la part des clients. Le thème de l'accès aux services financiers est reconnu et considéré. Vous avez mentionné ces problèmes, vous avez parlé des méthodologies pour évaluer les partenaires, les clients d'une manière différente à travers une entité financière, une approche locale peut-être, une banque populaire
à travers des mécanismes relativement nouveaux avec les banques communautaires qui ont été mentionnés dans l'exemple argentin, ou à travers le fonds d'impact qui se centre dans des domaines spécifiques au niveau social qui favorisent la diversité. Nous sommes tous conscients que l'accès est important. Et d'ailleurs, c'est un des indicateurs parmi les ODD, l'objectif 8, travail digne et croissance économique. Mais beaucoup de personnes et institutions oublient que c'est plus qu'un simple accès aux services financiers. Il y a d'autres axes dont il faut s'occuper pour que l'inclusion financière soit complète et réelle. Et je parle là de l'utilisation appropriée des services et de la qualité des mêmes. Et de la qualité pour des services pour tout le monde. Ensuite, Jordi a élargi notre panorama quand il a parlé du rayon d'action d'une banque d'épargne éthique qui va au-delà du financier, qui en arrive au thème culturel, à la société, qui s'étend à toute la société de différentes manières. Et finalement, il me semble que c'est important également que les publications, voilà, on disait que par exemple les banques communales en Argentine étaient issues de recherches. Et puis finalement, Juanita nous a présenté des nouvelles approches et des méthodes sur la manière dont on pouvait inclure plus de personnes en changeant les mécanismes d'évaluation, les mécanismes traditionnels pour évaluer les risques liés à une transaction de crédit, par exemple à l'heure de prendre des décisions. Et de cette manière, nous allons soutenir la construction d'écosystèmes financiers beaucoup plus inclusifs que si l'on se régit uniquement à 100% par les approches traditionnelles. Finalement, Luisato a parlé de produits innovateurs créant une valeur importante pour les clients, pour les partenaires. Et cela va au-delà du produit financier. Les nécessités de nos partenaires et des clients. Par exemple, on a mentionné le thème de la santé. Eh bien, je pense qu'il y a des thèmes qui restent à aborder. Donc, on va passer à la deuxième ronde de questions avec une autre opportunité pour arrondir un petit peu plus l'idée avec une approche légèrement différente, mais qui a trait quand même, qui a une relation quand même avec la première ronde des questions. Maintenant, nous allons parler d'une économie plus verte, plus inclusive. Selon vous, quelles devraient être les actions ou les stratégies des personnes, des gouvernements, des pays pour parvenir à un monde meilleur, plus inclusif? Quelles sont les actions qui devraient être entreprises par les finances éthiques? Et pour finir, quel est pour vous le rôle de l'agenda 2030? On va prendre le même ordre et on commence avec Jordi. Eh bien, eh bien, il faut partir d'une reconnaissance. Cela fait des années et même des siècles qu'on travaille pour transformer l'économie. Et même si c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui vont mal, c'est certain. Mais ce type d'économie que nous sommes en train de promouvoir va aller de l'avant. C'est un espoir. Et beaucoup de personnes ont consacré beaucoup de temps pour cela.
Donc, on parle toujours de défis, mais c'est bien aussi de vous féliciter, de vous remercier pour le travail que nous réalisons et que vous réalisez. Moi, en ce moment, je vois deux lignes, mais il y a surtout pour moi, il y en a une qui est principale et c'est cette nécessité de changement culturel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de finances, il faut arrêter de penser à déléguer pour que ce soit les systèmes financiers qui viennent résoudre nos problèmes. Les finances personnelles impliquent beaucoup de personnes qui écoutent et qui voient ce qui se fait. Et ces dernières années, ils voient que la consommation dans certains endroits cherche des alternatives. Ils entendent ça et ils essayent de s'adapter un peu maladroitement. Ils veulent y participer, mais c'est un peu comme s'ils agissaient en éléphant maladroit qui ne répondent pas vraiment à ce dont on a besoin. Je pense à trois exemples. Par exemple, il y a l'initiative des Nations Unies sur la banque responsable. Les entités financières espagnoles qui ont signé ce pacte, ce sont des entités qui ont signé la banque armée, qui soutiennent la course des armements. D'autres sont derrière le pétrole, le gaz, etc. Donc, ils ne se rendent pas toujours compte du véritable impact. Donc, nous ne devons pas cesser d'essayer d'incider, mais surtout, nous devons essayer de nous emparer de tout ça. Nous devons faire naître tout ça à travers les relations publiques. Nous avons un bon travail, par exemple, avec la mairie de Barcelone, avec des petits projets comme Hernani Argucias qui travaillent sur cette ligne en Espagne aussi, qui font progresser des projets avec la banque et qui ont des alliances qui sont vraiment nécessaires dans l'administration publique de notre côté et qui sont démocratiques. Et la deuxième ligne d'activité est signalée par Juanita. Je pense que c'est également très important de prendre en considération qu'en plus de l'accès au crédit, nous devons travailler à la construction du capital social, du capital relationnel. Il faut combiner ça. Tout ne peut pas se résoudre en créant des canaux pour accéder au crédit. Nous avons besoin de gens qui soutiennent le risque, qui supportent le risque et qui nous soutiennent. Par exemple, ici, les marchés coopératifs, quand ils ont cherché des partenaires, beaucoup de personnes ont répondu et en peu de temps, ils ont trouvé le capital dont ils avaient besoin. Et le capital social, c'est du capital relationnel. Donc, c'est de l'empowerment de notre côté, notre autonomisation à nous tous. Donc, le crédit est important, mais les outils de partage du risque sont importants aussi. Merci beaucoup, Jordi. Nous continuons avec Annabella. Oui, un peu dans la même ligne de ce que vient de dire Jordi, je voudrais reprendre ce qu'a dit Juanita. Je reprends l'idée du capital social et surtout du rôle des gouvernements sociaux. Et c'est un peu l'idée de ce panel, de les inviter à agir parce qu'il me semble que ces gouvernements locaux ont un pouvoir spécifique pour agir de manière synergique sur le territoire et d'avoir un regard attentif sur des territoires qui existent déjà, de production, de commercialisation, de consommation, etc., qui pourraient être présents dans chaque territoire, entre les gouvernements locaux, entre les organisations de la société civile, avec les organisations sociales. Il me semble qu'il y a là une synergie importante qui peut avoir lieu, qui peut se construire en utilisant les mécanismes qui existent déjà dans les territoires. Et je reprends là, par exemple, ce qui existe, qui sont les banques communales à Buenos Aires et d'autres qui pourraient surgir de ces processus de co-création. C'est-à-dire partir un peu des mécanismes de finances solidaires qui souvent sont centrés sur l'offre,
non seulement de la part des institutions de microfinance, mais également de la part des gouvernements dans la conception des politiques. Et des institutions qui souvent se soucient surtout de la durabilité et qui deviennent un mécanisme centré sur l'offre. Donc, il faut passer de cela au mécanisme de co-construction. Je pense que ces 2 années de pandémie nous ont démontré, et il y a beaucoup de recherches qui le démontrent, nous montrent l'approfondissement et l'empirement des conditions de vie, mais nous avons vu naître également et se consolider des initiatives de la société civile qui ont su faire face à tout cela. C'est tout du moins ce qui s'est passé en Argentine. C'est une société qui sait comment s'organiser face à la crise, mais qui a besoin aussi d'être attentive, de consolider tout ça. Donc, par rapport à la consigne du deuxième tour de questions, il me semble que pour pour tout ceci, il faut penser à des organisations non financières, à des organisations solidaires pour parvenir à un changement culturel, à la construction d'un sujet politique dans les sociétés qui pourra faire avancer toute cette transformation. Ces changements culturels vont de la main de processus éducatifs qui feront la promotion de circuits collaboratifs qui amélioreront la qualité de vie sous les principes de la solidarité et de l'économie sociale. Donc, il faut veiller à l'environnement, à la construction des structures sociales, du tissu social. Il faut donc qu'il y ait des processus éducatifs, non seulement dans l'administration des alternatives de financement, mais également dans des questions clés qui pourront accompagner les transformations que tous ces processus exigent. Ces mécanismes de co-création peuvent collaborer avec les ODD 8, le travail digne et la croissance durable, et le 7, celle de la production et la consommation responsable. Je pense que ces 2 points sont particulièrement intéressants. Merci beaucoup. El sonido estaba cortado. Milder. Ah, excusez-moi, je n'avais pas de son. Oui, avant de passer à cette question spécifique, je vais faire une collaboration. Je vais établir un lien avec ce que j'avais dit avant. On disait que si l'on parlait de transformation économique ou de transformation écologique ou de transformation sociale, il faut travailler également dans 3 domaines. Et c'est les 3 domaines dans lesquels nous travaillons à Cap Finance. D'une part, nous créons du capital. Les fonds que nous avons viennent de l'épargne des travailleurs. Voilà quelle est la partie. Lorsque, au Québec, une nation si petite, nous avons par exemple 2 fonds de travailleurs qui ont plus de 15 milliards de dollars en capital, c'est une force économique très importante. Et le deuxième, c'est ce que nous connaissons le plus, c'est tout ce qui est le financement de micro-entreprises ou d'entreprises d'économie sociale. Dans le domaine de Cap Finance, nous avons couvert ce que nous appelons l'échelle du financement. D'un côté, nous avons les travailleurs et de l'autre côté, nous couvrons depuis les tout petits projets de micro-entreprises jusqu'aux projets qui peuvent exiger de millions de dollars. Parce que nous avons à l'intérieur du groupe des organisations qui ont cette capacité-là. Donc, ce sont 2 éléments, l'épargne, l'investissement, mais aussi la promotion de 2 aspects. Il y a d'un côté tout ce qui est le développement durable. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, mais également, dans le cas de beaucoup de pays, tout ce qui est le développement local, le développement régional. Parce que travailler sur le développement régional, travailler sur les localités, c'est travailler également sur l'avenir,
sur les causes et non seulement sur les conséquences. Voilà quel est le contexte. Et pour aller plus directement aux questions, quelles sont les actions ou les stratégies au niveau des gouvernements que nous pouvons faire, il me semble qu'une fois de plus, il faudrait travailler sur 3 aspects. Un, sur l'innovation. Mais l'innovation concerne également de nouveaux types de projets, surtout lorsqu'on met sur toile de fond les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, il existe de nombreux projets qui ont du mal à commencer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soutien technique, il n'y a pas de soutien financier nécessaire, même lorsqu'on a toutes les organisations dont on parle. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait de l'innovation, il y a une grande partie du risque. Et c'est là, par exemple, que les gouvernements, soit locaux, soit nationaux, peuvent travailler. Un, l'innovation. Deux, le soutien technique dont je parle. Et trois, toute la partie de communication. Nous travaillons depuis longtemps dans ce champ, mais dans la société, on connaît très peu le travail qui se fait en économie sociale. Même les gens qui connaissent l'économie sociale, parfois ne travaillent pas là-dedans. Donc, il faut qu'on travaille la communication pour dire ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Merci beaucoup, Milder. Je cède la parole à Juanita, qui a été mentionnée, citée à plusieurs reprises. Merci, Manuel Alfonso. Je crois que nous coïncidons dans ce panel. Jordi a exprimé clairement que construire un monde meilleur, plus inclusif, implique de travailler sur la gestion culturelle. Et nous pouvons, à partir du cadre des finances, nous pouvons le faire, nous devons le faire, intervenir dans les procès éducatifs, car c'est dans ces espaces culturels éducatifs que nous pourrons bâtir la conception du bien-être et du bien commun. Bon, cela veut dire incider dans la pensée, dans les significations pour qu'elles soient directement associées à la promotion de la vie. L'économie ne peut s'écarter de la promotion de la vie. Et seul dans cette communion, nous pourrons, dans le cadre financier, évaluer l'ampleur des nuisances écologiques et sociales, et ce qui commerce et déshumanise les relations, qui les transforme en valeurs monétaires, utilitaires, doit être banni et combattu depuis les secteurs culturels. Et quant aux actions clés à étayer pour construire un monde plus inclusif, il est fondamental, dans le cadre de notre travail avec les fondations et d'autres institutions de finances solidaires, nous devons enclencher la capacité que nous avons en vue d'utiliser la valeur symbolique de nos devises, de la monnaie, le potentiel des services financiers pour reconnaître et saluer le travail cumulé sur nos territoires et ainsi contribuer à générer des environnements durables, inclusifs. Et je conviens par entière à Ulisato quand il nous dit que les finances doivent se rapprocher, doivent avoir un lien où on est un environnement de confiance. Alors pour nous, il s'agit de renforcer le tissu social construit par toutes les actions collectives et également promouvoir la représentativité institutionnalisée, comme le disait Annabelle, créer des synergies sur les territoires. Et ceci est fondamental. Alors, puisque ces organisations plurielles non reconnues, comme le mentionne également, ou très peu connues, comme le mentionne notre collègue Milder, il disait que l'initiative de l'économie sociale et solidaire est très peu connue. Les organisations de ce secteur nous offrent des alternatives sociales et économiques, mais également politiques, qui sont à même de braver la structure dominante d'un système qui
nous impose une logique individualiste très exclusive. Il s'agit d'habiliter l'accès aux moyens économiques requis en vue de satisfaire les besoins et donner un essor à l'investissement financier, mais également promouvoir les actions politiques, les actions transformatrices, promouvoir la participation institutionnelle des gouvernements et porter en avant cette inclusion dont on a si besoin. Merci beaucoup. Merci, Juanita. Luis, et vous avez la parole et le scénario est à vous. Bon, l'avantage d'être le dernier, c'est que tout a déjà été dit, mais je conviens pleinement avec tout ce qui a été dit. Et je garde en tête surtout l'aspect de la communication, et c'est là où parfois on échoue au niveau externe, au niveau des parties prenantes, et par exemple les propriétaires de la caisse municipale, qui est la localité de Suliana, et c'est une localité de l'État, et nous devons mettre en exergue le travail qui a été géré. Et une partie importante sont les processus ou les ateliers et les implications, l'implication de tous les acteurs voués au développement. Par exemple, quand on parle de microassurance, au Pérou, nous avons géré une initiative l'année dernière des échanges, des dialogues public-privé avec la participation des superviseurs et les entreprises des assurances et des entités financières qui sont les canaux de distribution de la banque, les assurances qui intervenaient, la banque sécurisée. Et si nous avons commencé à nous cibler un petit peu plus sur le besoin du client, plus que les aspects normatifs, et les régulateurs ont compris qu'il fallait flexibiliser différents éléments pour pouvoir nous rapprocher de nos clients et développer nos finances solidaires de la meilleure manière possible. Voici les thèmes qui doivent être renforcés au niveau interne, externe, la communication, et continuer à promouvoir le volet collaboratrice entre les superviseurs, les États et tous les acteurs, et en ayant toujours au cœur de nos agissements, nos clients pour parvenir aux finances solidaires et au modèle qu'on souhaite. Merci Louis. Merci beaucoup à tous, à toutes. Bon, nous allons maintenant parvenir aux conclusions. Ici, c'est plutôt la tâche du modérateur, essayer de présenter les conclusions, mais pas tellement dans ce panel. Ce serait vraiment confortable pour moi. Alors, pour céder un peu d'espace aux questions qui arrivent sur mon téléphone. Et je vous prie que pendant 1 minute, chaque panéliste présente ses conclusions. 1 minute pour présenter vos conclusions, et également, je vous exhorte à penser, peut-être vous avez identifié un focus qui aurait déjà été présenté ou une autre perspective qui pourrait vous être utile, ou vous pourriez approuver un autre point de vue qui aurait déjà été formulé. Bon, alors, José Manuel, vous avez la parole, 1 minute. Et pour vos conclusions personnelles, merci. Oui, merci. Rapidement, les gouvernements doivent habiliter les politiques publiques qui permettront aux différents acteurs que nous desservons le secteur social de l'économie la plus démunie pour qu'ils soient les véritables promoteurs et deviennent des habilitateurs pour que nous puissions nous rapprocher des populations les plus vulnérables. Nous parlons également d'organisations sans fin, qui ne sont pas des organisations à profit, et vu les bénéfices de la prévision et des activités sociales que nous gérons, c'est quelque chose
qui est toujours un point saillant, c'est favoriser l'inclusion, favoriser également la prise en charge et prendre soin de l'environnement. Et un autre point important, ne pas seulement éveiller la conscience vis-à-vis de l'environnement, mais envisager les bénéfices économiques. Dans le cas du Mexique, nous voyons les personnes dans les régions rurales qui gagnent moins de 200 pesos par jour pour subsister. Alors, il sera difficile de les faire adhérer à nos idées, par exemple en termes d'énergie électrique, quand ils n'ont même pas suffisamment d'argent pour payer leur reçu d'électricité, le service d'électricité. Donc, il faut sensibiliser du point de vue de la subvention. Ce n'est pas qu'on leur offre de l'argent, mais qu'à partir de la société civile, on fasse ce qu'on doit faire de façon responsable et que chacun joue son rôle. Jordi, 1 minute, vite, conclusion. Jordi? Jordi? Sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Ah, voilà. Muy bien. Eh bien, je suis là. Bien, yo, Alors, varias, conclusiones, ¿no? plusieurs conclusions. Je vais présenter je vais présenter mes conclusions sur 4 volets. Je ne vais pas expliquer parce qu'on n'a pas le temps, mais voici les financements depuis la fondation, la banque, une coopérative de distribution. Alors, voici le site web et en bas, on a les coopératives amies. Et passons à l'alternative conventionnelle. Bon, voilà, Glovo. Ah, voici un site de collaboration. Deuxième. Et passons au cas ici, l'autre diapo sur l'autre écran, le cas de l'électricité également. On parle de Endesa qui nous parle de collaboration sur son site web. Et le site web est le site que nous avons, le projet financé. Voilà. Qui est La Corriente, une coopérative de distribution énergétique, même chose, le site web, et on met en exergue la collaboration avec un grand nombre d'entités. Donc, la collaboration, et quand on parle de logement, exactement même chose, une coopérative qui finance et qui met toujours en exergue la coopération, et tu pars à l'alternative des immeubles et la collaboration. Alors, et travailler comme un système conjointement et les administrations publiques qui jouent énormément là-dessus. Je vais citer le gouvernement de la ville de Madrid et de la ville de Valladolid. Ces deux administrations ont changé de couleur politique. Nous avons commencé l'administration et l'administration a changé et on a renouvelé les accords, les protocoles. Et parfois, on pense que les nouveaux gouvernements ne vont pas participer, mais il y a des politiques d'État où l'opposition et le gouvernement devraient marcher côte à côte. Mais ça doit être une politique d'État qui unisse les gouvernements parce que notre futur est déjà assez compromis. Alors, nous avons le cheval de Troie dans le capitalisme financier. On peut entrer sans rompre les règles, mais présenter notre modèle. Merci pour ces illustrations super claires. Ana Bella, vous avez la parole. Alors, je rebondis sur cette idée de la communication si nécessaire pour ces activités sociales. Nous parlons également du GCF et le besoin de visibiliser l'économie sociale et solidaire. Et c'est une idée à problématiser un petit peu plus à fond à l'égard de ce qui avait été dit lors de cycles antérieurs. Ceci est lié à la communication et doit visibiliser cette économie, la construction d'un sujet politique et qu'à partir de là,
on pourra gérer des changements culturels et on va pouvoir commencer à penser que la logique va changer, que la communication également doit changer. Il me semble qu'il est clé de penser au concept de la communication à partir de l'étymologie du mot qui parle de communion, mettre en commun. Et ceci va de la main avec les procès de co-construction et le regard que les décideurs doivent avoir, un regard hétérogène qui a différentes échelles dans le cadre des initiatives et de l'accès au financement. C'est un droit, ce n'est pas un bénéfice. Et quand on parle du plan de la communication, nous cesserons de nommer les bénéficiaires pour avoir accès à ces mécanismes, pour avoir et parler de sujets de droit. Alors, à partir de ce plan de la communication, il faut non seulement visibiliser les initiatives, mais il faut aller beaucoup plus en arrière et reprendre ces idées qui ont déjà été présentées lors de ce panel changement culturel, éducation, construction d'un sujet politique si nécessaire à ce petit. Merci beaucoup, Anna-Beya. Milder, vous avez la parole, monsieur. 1 minute. Bon, sans vouloir être rébarbative, la communication est importante, mais dans de nombreux pays, on dit que l'économie sociale représente 10 ou 12%. Je parle du Québec, entre 8 ou 10% du PIB. Et il me semble là que une manière de se faire entendre, de se faire reconnaître au niveau politique, c'est ce que Jordi nous disait et commentait. Comment travaillons-nous sur les écosystèmes et la collectivité? Et c'est à partir de cela qu'un bloc de 10% représente bien plus que l'addition d'1%, 2% jusqu'en arriver à 10%. Merci, Milder, Juanita et Luis. 1 minute chacun. Oui. Je pense qu'il est fondamental de tenir en compte l'activité associative communautaire, car quand on pense aux capacités de négociation et parvenir aux synergies en travaillant avec les gouvernements locaux, les acteurs locaux, avec les institutions, pour une nouvelle gestion culturelle qui pourra intervenir au procès éducatif, qui interviendra à la conception durable du bien-être, du bien commun, suivant une logique, une pensée liée à la promotion de la vie. Et je pense qu'il est nécessaire de parvenir à un travail de synergie entre les différents acteurs et la société. Merci. Et de nouveau, merci. Coopération, c'est le mot-clé. Louis, je vois ici une opportunité très intéressante suite à tout ce qui a été dit. Par exemple, déployer les activités microfinancières. Nous avons un segment qui sont les personnes qui nous amènent et déposent leurs épargnes, mais on n'arrive pas à établir des connexions. À qui est-ce qu'on prête de l'argent? Qui obtient les bénéfices de ces crédits? Il est important de reconnaître ces personnes qui génèrent une profitabilité et qui bénéficient de ces activités. Alors, peut-être ce lien, ce chaînon, dans d'autres modèles d'entreprise d'affaires, c'est un petit peu plus évident, Et voici ici un petit créneau, une opportunité de travail qui s'offre à nous. Merci, Louis. Et j'ai 2 questions liées à la thématique de l'éducation financière, peut-être pour ceux qui travaillent sur ce thème. Quelle stratégie pourriez-vous ébaucher pour promouvoir une meilleure éducation financière à partir du niveau local? Et une question semblable. La question de la banque éthique est un modèle adéquat pour encourager, promouvoir l'éducation financière. Voilà, ces 2 questions, je crois qu'elles peuvent être répondues ensemble. Alors, vous travaillez sur l'éducation, vous travaillez dans le cadre de l'éducation financière alternative, qui
Bon, nous avons quelques programmes d'éducation financière et bon, justement, suite à la crise de 2008, nous avons pu tirer quelques conclusions et de ces conclusions était qu'il fallait améliorer le niveau d'éducation financière des citoyens. Et bon, les gouvernements se sont mis d'accord, mais les instruments qu'ils ont mis en marche, c'est pour apprendre aux citoyens à utiliser des instruments financiers complexes, leur expliquer, leur apprendre à s'endetter partout. Alors bon, et pourquoi s'endetter alors et ne pas déléguer ce type de choses au système financier, car quand ces projets d'éducation financière, la Banque d'Europe et en Espagne, toutes les banques se sont rejoints. Et maintenant, les banques aux universités, aux écoles qui expliquent ces concepts abracadabrants et ces institutions, ben, on leur explique. Alors, on doit expliquer qu'il y a d'autres modèles de finances et non pas ces modèles pour endetter tout le monde. Alors oui, en effet, il faut faire face à toutes ces difficultés. Il faut viser les universités parce que parfois on nous parle et on nous offre pour qu'on impartisse des groupes, des groupes de débat, qu'on impartisse des cours. Il faut aller aux universités, aux collèges, aux centres d'éducation secondaire. C'est là qu'il faut semer ces graines. Les graines, la vision critique, la vision alternative qui existe également et qui doit être communiquée. Nous avons une autre question qui nous demande quel est le rôle des différents acteurs de la société pour migrer vers un modèle de finance éthique basé sur le bien vivre. Bon, le bien vivre, cela cible un peu l'Équateur ou peut-être ailleurs. Juanita? Oui, bien sûr, je vais répondre. Oui, merci, Jordi. Ah oui, dans le pays, la Constitution reconnaît que l'économie est sociale et solidaire, que les avancées sont importantes, mais également les difficultés sont toujours présentes. Et je conviens avec Jordi que positionner ces secteurs signifie qu'on doit incider dans les systèmes éducatifs. Les collèges, les universités sont structurés en suivant la logique de l'économie formelle où les finances solidaires sont tenus de façon très marginale ou ils ne les reconnaissent même pas. La logique que suivent les finances solidaires, c'est la satisfaction, c'est pouvoir satisfaire les besoins, le travail associatif, le travail en commun et ces instruments et ces outils pour gérer ces nouveaux critères des finances solidaires qui n'ont pas encore été adoptés dans le système éducatif. C'est pour cela que nous avons besoin, dans le but de renforcer les actions des acteurs, on doit avoir une innovation et une conception culturelle innovante. Qu'est-ce que la valeur et que vise la finance solidaire et qui doit gouverner et régir ces procès? Merci. D'autres idées sur ce thème de constitution, peut-être? Quelqu'un qui voudrait l'approfondir, une question de plus? Quel devrait être le rôle des finances à la construction d'un monde plus juste et plus égalitaire? Bon, c'est une très bonne question finale. Alors, si vous voulez répondre à cette question, allez-y. Des volontaires. Allez, qui va répondre? Bah, il me semble que d'un côté, bon, il y a un premier stade, garantir l'accès au financement
surtout les secteurs qui n'ont pas d'accès à la banque formelle ou conventionnelle. Et il semblerait que les modèles et les différentes technologies, les mécanismes de finances solidaires doivent justement viser au dialogue avec d'autres États, les États locaux, les États nationaux, et pouvoir générer des instruments qui vont garantir et assurer l'accès aux finances. Et un deuxième niveau, à partir des finances solidaires, pouvoir enclencher ces changements culturels si nécessaire et qui vont mettre en place ces synergies qui vont porter le territoire. Peut-être penser à un niveau plus local, les finances solidaires. Pour qui? Pourquoi et qui vise qui? Pour promouvoir quoi? Et il me semble que ce seraient les grandes questions à poser. Et il me semble que l'objectif est très clair et la question finale l'annoncer, le bon vivre et un bon chemin à entamer pour pouvoir passer aux finances solidaires. Bon, évidemment, le défi est énorme, mais c'est un bon défi. C'est un très bon défi. Très bien, merci. Bon, nous allons maintenant clôturer et comme on l'a promis, on va clôturer à temps notre session. Il me semble que si nous pensons aux grands défis de notre temps, tels le changement climatique et également les mouvements migratoires, que cela va déclencher ces prochaines décennies à venir. Si nous pensons aux défis sociaux actuels qu'on subit, tels les inégalités terribles qui existent en ce moment dans le monde entier, mais également pensons aux changements étayés par la numérisation qui ne font que commencer à transformer nos sociétés de façon pérenne et permanente. Si on pense aux défis que nous devons relever et pour parvenir à une économie véritablement durable, alors il est évident que pratiquement aucun de ces défis énormes pourra être résolu de façon isolée ou en silo et aucun pays ni aucune institution pourront le faire dans ce contexte. Je souligne rapidement l'importance de l'agenda 2030 des Nations Unies et les 17 ODD qui ont été ébauchés car justement, ils se ciblent pour nous offrir une vision consensuée d'un meilleur monde, un monde plus juste, plus équitable, une égalité d'opportunités, un pied d'égalité pour un monde plus inclusif et une convivialité, un respect de l'environnement. Et il est important d'avoir une formulation très claire de cette vision sur le moyen, le long terme, quoique on continue à avoir bon nombre d'imperfections, mais il faut continuer. Si on parle des indicateurs, un des indicateurs est l'accès aux services financiers. Nous savons que cela ne porte pas très loin. Bon nombre d'entre eux ne sont pas parfaits. On peut toujours les parfaire, oui, évidemment, mais ici, je vous exhorte à travailler en groupe, conjointement pour inclure plus de concepts qui, à partir de notre perspective, pourront refléter une vision d'un monde plus social, d'un monde plus inclusif. Et bien au-delà de ces imperfections, l'agenda 2030 met le cap sur tous les individus pour aligner nos actions entre les institutions et les personnes et on va laisser à tous les acteurs une grande liberté pour commencer à expérimenter, à partager de nouveaux ciblages innovants et pour nous adapter aux réalités locales. Aujourd'hui, les collègues nous ont présenté quelques initiatives, quelques routes alternatives, des ciblages innovants qui questionnent et mettent en question et rompent les paradigmes des systèmes traditionnels et ainsi cherchent à contribuer et cherchent à parvenir à cette vision d'un monde meilleur. Mes très chers, très éminents panélistes, je vous remercie du fond du cœur pour votre participation.
et merci d'avoir partagé vos expériences de façon si intéressante et avec une si grande bienveillance. Et là-dessus, je clôture la session et je vous remercie de nouveau à tous les panélistes. Merci à toute l'équipe, les organisateurs, tous les collègues en coulisses qui ont rendu ce GCF possible et bonne continuation à tous et tel est mon cas. Bonne nuit à tous. Cuitláhuac es un parque ecológico ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Forma parte del programa integral Sembrando Parques, iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, y tiene como objetivo la recuperación y transformación de espacios públicos para disminuir la marginación y desigualdad e inseguridad social, ya que antes era solo un tiradero de basura. El proyecto se llevó a cabo en 2 etapas, abarcando 82 de las 145 hectáreas mediante una inversión de 434.2 millones de pesos. En su primera etapa, Parque Cuitláhuac fue construido con un 75% de materiales reciclados. La optimización de procesos y tecnologías implementadas posibilitó que en la segunda etapa se utilizaran un 95% de los mismos. Los residuos de la construcción de las obras públicas han sido revalorizados y transformados para la construcción de la geocelda estabilizadora del suelo, andadores, caminos vehiculares y luminarias. En ambas etapas se forestó un total de 48.2 hectáreas, aplicando tecnología mexicana con aditivos de plantación, sustratos ecológicos para el mejoramiento edáfico y ecotecnias de almacenamiento de agua, generando un corredor biológico urbano propicio para introducir especies nativas del altiplano central mexicano. La primera etapa está conformada por acceso noreste y acceso noroeste, skate park profesional, área canina, plaza nodal, arboretum, área de juegos infantiles, pabellón hidrobotánico, humedal urbano. La segunda etapa está conformada por cartódromo internacional, rehabilitación de lagos, foro plaza multiusos, campo de béisbol, área recreativa familiar, módulo comercial y jardines polinizadores, plaza de acceso norte y caminos internos vehiculares, pump track, pabellón hidrobotánico. Dado el sentido sustentable y sostenible del funcionamiento del parque, se evita el consumo de agua de primer uso para el riego. El humedal propiciará el retorno de la biodiversidad lacustre a la cuenca del Valle de México. Parque Cuitláhuac se convierte en un parque hidroecológico con la construcción de estos humedales y sistemas hídricos. El parque busca la adecuada gestión del agua, siendo este un recurso indispensable para la humanidad. La Ciudad de México cuenta con una importante red vial de movilidad. Tenemos el sistema de transporte colectivo Metro con 12 líneas, además de 13 kilómetros de extensión del trolebús. Contamos con el tren suburbano con una extensión de 25 kilómetros, 2 líneas de Metrobús con sistema panorámico de 2 pisos y de 1 piso. Contamos también con diversos transportes colectivos como microbús, bicicletas, también taxis y un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Recientemente se inauguraron 2 líneas del sistema teleférico conocido como Cablebús, uno al norte de la ciudad en la alcaldía Gustavo Amadero y otra al oriente en lo que es la alcaldía Iztapalapa. El Cablebús de Iztapalapa es considerado el más extenso de América Latina. Cuenta con 7 estaciones y un tiempo de traslado de 40 minutos efectivos. También al norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo Amadero, se encuentra el Cablebús de Cuautepec,
el cual cuenta con una extensión de 9.2 kilómetros de extensión, 6 estaciones y 35 minutos efectivos de traslado. Para poder hacer uso de sus instalaciones podrás usar una tarjeta de movilidad, el cual también da acceso a todos los sistemas de transporte mencionados, como es el Metrobús, el sistema RTP de transporte colectivo, el sistema de transporte metro y tranvía. Por otra parte, como parte de la educación ambiental y disminución de emisiones contaminantes al ambiente, se crea las rodadas de bicicleta, en el cual podrás atravesar la ciudad a través de ciclovías para poder disfrutar sus paisajes, desplazarte a distintos lugares de la ciudad e igualmente a tus lugares de trabajo. Te invitamos a conocer la ciudad en cualquiera de estos transportes. Y además Coyoacán, un lugar tan emblemático, lleno de cultura, lleno de comida deliciosa, tradición, muchos museos, mucho que caminar y por supuesto para la gente que le gusta Frida Kahlo y Diego Rivera, bueno pues Casa Azul. La cuna, ¿no? La Casa Azul, este lugar también tan emblemático de Coyoacán. La verdad, un lugar muy bonito, yo tuve la oportunidad de visitarlo y todos los rincones que tiene Coyoacán son increíbles. Bueno, la Ciudad de México es una de esas ciudades enigmáticas que tiene rincones mágicos. Transcurrir, ya sea en vehículo o a pie, por lugares como La Condesa, La Roma, Reforma, Chapultepec, Iztapalapa, cada una tiene su historia, su encanto y muchísimas cosas que ver. Eso es lo interesante de esta gran ciudad. Y bueno, pues ya estamos prácticamente a punto de cerrar. Para quienes nos están acompañando el día de hoy, muchísimas gracias que siguen con nosotros. Y a continuación vamos con la parte cultural para cerrar el día de hoy con actividades gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Y tenemos la presencia del trío Los Reyes de Veracruz, en donde nos van a tocar unas melodías muy interesantes, sones en donde el son jarocho pues es una tradición lírico-musical originaria del sur del estado de Veracruz, así como partes de los colindantes estados de Oaxaca, Tabasco, y que en diferentes momentos y circunstancias han conocido auge y difusión a otras zonas del país. El repertorio actual se conforma de poco más de un centenar de sones. El conjunto instrumental básico se compone de una serie de instrumentos de cuerda, jarana, requinto o guitarra de son o arpa. El son jarocho actualmente existente es fruto de una trayectoria histórica y en gran medida compartida entre las tradiciones regionales del mundo hispánico. ¿Y qué tal si vamos sonando un poquito del arpa nomás para que vayan viendo cómo se escucha la música de Veracruz? Y con ustedes, con muchísimo cariño, el trío Los Reyes de Veracruz. Y dice, compadre, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los vamos a deleitar con nuestra música 100% veracruzana del grupo Los Reyes de Veracruz de la Secretaría de Cultura. Vámonos a disfrutar un ratito con la música en vivo y esto que dice así, El Colás.
de Japón. Conoce una hermana que tiene Don Simón. Colas, siricolas, mucho que te quiero y el mapa que me das. Quieres si puedes, si no ya lo verás. Qué bonito vale la mujer de Nicolás. Ay. Quería que yo comiera unos tamales de cochino. Mala Marcelina, mujer de Don Simón. Quería que yo comiera un tamal con chicharrón. Colas, ay, 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 mucho que te quiero y mamá me das. Quieres si puedes y me lo verás. Qué bonito ve la mujer de Nicolás. Ay. Saludos para Irma, para el Jan Emiliano y el jefe Hugo. Sí, señor. Cuando yo tenía dinero me decían Don Nicolás. Ahora no tengo nada con las nomás. Cuando yo tenía dinero me decían Don Nicolás. Ahora no tengo nada con las nomás. Colas, siricolas, lo mucho que te quiero y mamá me das. Quieres si puedes y me lo verás. Qué bonito ve la mujer de Nicolás. Ay. Qué buen caballo tiene mi amigo Nicolás. Camina para adentro y camina para atrás. Ahí va la despedida porque ya no aguanto más. Chica va cantando los vestidos de Nicolás. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Qué bonito baila la mujer de Nicolás. Colas, Nicolás. Si eres una hermana, ¿por qué no me la das? Ya vas. Pedimos un fuerte aplauso para esta hermosa música. Y bueno, pues esta es una pequeña probadita, nos van a deleitar con más canciones, no sin antes recordarles y comentarles que el día de mañana nuestras actividades, me permiten, los voy a acompañar. El día de mañana nuestras actividades... El que se sube al escenario tiene que bailar, ¿eh? Yo feliz de la vida. No venía preparada, pero ahorita improvisamos. El día de mañana nuestras actividades es muy importante. Empiezan a las 8 de la mañana. No a las 9 como los días anteriores. Nos vemos mañana 8 de la mañana. Recuerden seguir las transmisiones que durante la tarde se hacen a través de www.gisep2021.org. Y bueno, lista para bailar, los acompaño. Sale. Por favor, un fuerte aplauso para esta maravillosa trío. A ver, necesitamos un nombre. Ay, caray. Necesitamos un nombre. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a subir a ver, bailar? un nombre por ahí. Ah, carajo. Me encanta porque todo el mundo... Y todos contestaron. Bueno, vamos a seguirles, vamos a tocarles una melodía muy bonita que se llama el Tilingo Lingo. Recuerden que este grupo tiene formado más de 65 años con el maestro Francisco Barcelata, que fue el que formó el grupo. Y ahorita pues éramos 12 elementos, pero ahí quedamos 2, nos faltan 10. Okay. Ahí se lo dejo de tarea a la jefa. Bueno, vamos a seguirles con un son que se llama el Tilingo Lingo. Esto es entonces el Tilingo Lingo. Un fuerte aplauso, por favor, para este maravilloso trío. Sigan esta transmisión en directo. Ay, qué bonito es bailar el son del Tilingo Lingo, que no puedes zapatear los jarochos y los gringos. Ay, qué bonito es bailar y el son del Tilingo Lingo, que no puedes zapatear viernes, sábado y domingo. Ay, le pica, pica
nomás. No se preocupen, como están filmando, no se preocupen. La verdad nos sentimos como cuando están agarrando a Luis Miguel, que todos los sacan fotografías. Así nos sentimos ahorita nosotros, muchas cámaras. Muchas gracias a los técnicos, a los señores del audio. La verdad, muy bonito audio. Nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, participando. Como les decía yo, ya este grupo tiene bastante tiempo recorrido. Aquí están las canas que lo van diciendo todo. Es un grupo que hemos recorrido parte de toda la República, parte de Estados Unidos, Canadá, Roma y Japón. Hemos estado en varios lugares. Gracias a Dios esperamos que en esta cuarta transformación empecemos a difundir nuestra música veracruzana a nivel internacional, como se debe de ser. Bueno, vamos a seguirles. Hace rato nos decían que si teníamos La Bruja. La Bruja es una canción muy tradicional, era una canción que le gustaba mucho a la señora, en paz descanse, la señora Frida Kahlo. Los compañeros anteriormente, los veteranos que estaban en el grupo, ellos le tocaban seguido a la jefa esta, Frida Kahlo, y a don Diego Rivera. Iban a tocarle allá a Coyoacán, y esta era la canción, el himno que le gustaba mucho a la señora. Ahí les va La Bruja, esperamos les guste.
Ahí nomás. Esa se llamó La Bruja. Una canción muy bonita, muy tradicional. Y luego ya ve que ahorita con la película de Coco, se llama Coco, ¿verdad? Sí. Ya ve que la están, ahí la tocaron La Bruja. Pero esta es La Bruja original. Yo no sé qué tanto se pueda hablar, porque tengo una canción muy bonita que se llama Alquerreque. No sé hasta qué punto se puede tocar esta canción. Porque, miren, les voy a decir una cosa. Quiero que me escuchen porque no voy a repetir mucho. ¿Sí me escuchan? Eso. Mire, tenemos 4 querreques. A ver ustedes cuál quieren. Tenemos el querreque, el querrico, el querruco y el que rasca. No los oigo. ¿Cuál quieren? ¿Lo quieren rojo o colorado? No los oigo. Verde. Ah, carajo. Es ecológico. Bueno, ahí les va el querreque y voy a disfrazarlo un poquito. Voy a echar algunos sones medios picositos, pero tranquilos. Que ya saben que esto es un folclore, es la música folclórica, es lo tradicional de Veracruz. ¿Para qué nos vamos a espantar? Tantas cosas que vemos. Va y dice, compadre. Para el que anda desvelado, para el que anda desvelado, qué buena la cervecita. Yo prefiero un tequilita, qué bueno para el enchilado, que es bueno para el enchilado, que hasta los panzos se quita, que reque, que reque, que reque, que reque. Y ahí va el primer versito, así medio picosón, A ver a quién le sucedió esto. Si tu mujer te regaña, ¿por qué tienes otra vieja? ¿Por qué tienes otra vieja? Si tu mujer te regaña, dile que deje esa maña, ya que de todo se queja. A lo mejor también te engaña y nomás se hace taruga. Que reque, que reque, que reque, que reque. ¿Están tranquilos o quieren más fuertecitos? A ver, con la mano, me van a hacer la seña con la mano. Alcen el dedo los que quieran más picosito. Todos. Ajá. Ahí va otro bonito, a ver si lo escuchan bien. Yo sé que esto lo van a subir también ustedes a las redes. Una güera me llevó a un hotel compartido y me dijo al oído: toma lo que Dios te dio. Pero al quitarse el vestido, ¿qué? Salió más hombre que yo. Que reque, que reque, que reque, que reque. Me voy a mover si yo era el que estaba abajo. Que reque, que reque, que reque, que reque. Ahí nomás, de lo bueno poco. Acuérdense que es importante que
ya nos olvidemos un poquito de la pandemia, no soltando el tapabocas, pero ya tenemos que estar más alegres, más contentos. Ya primero Dios y la Virgen, esto ya está por salida, pero no hay que olvidar el tapabocas. Es bien importante porque por eso las autoridades mayores nos dicen, el tapabocas va a ser muy importante para todos nosotros. Y nosotros pues venimos a diletarles un ratito para sacarlos de esa situación que fue muy difícil para todos, y por eso tratamos de llevarles algo alegre, algo picaresco y también algo bonito. Ahora necesitamos una dama que quiera bailar, porque viene la bamba, ¿eh? Ahí está la del fondo. Ahí está la de rojo. A ver, venga usted para acá. Eso. El aplauso es el que va a mandar. Eso. Venga usted que no va a pasar nada. Acuérdense que de aquí a lo mejor sale usted famosa, ¿eh? Acuérdense que las redes son tan importantes ahorita que bailar por un sueño es importante. A lo mejor de aquí lo está viendo los que es Televisa, Canal 13. Venga usted para acá. Venga, eso. ¿O quiere usted bailar ahí, quitar los asientos ahí? Bueno, ahora va lo más importante también. La dama es lo más importante. El segundo contenido sería el caballero. A ver, un hombre. Un hombre, nomás, queremos uno. A ver, queremos un hombre. ¿Dónde está Emiliano? ¿Ya se fue? A ver, Emiliano, ven acá, por favor. Ahí viene, mírelo. Este hombre no falla, ¿eh? A ver, el aplauso bonito. Eso. Mire nomás, aquí. ¿Sale a bailar? Aquí estamos, acá estamos un hombre, ya te dije. Y mire, acuérdense que esto es diversión, queremos que pasen un rato agradable, porque esto es lo importante, que se diviertan. ¿Le toca esa banda? ¿Sale? A lo mejor de aquí te vas a otro puesto, yo digo, Ahí dice, compadre, la bamba. Ay, ay, ay. Ay, ya va. Para bailar la bamba, ¿Qué? para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba, iré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. A mi suegra le dicen, ¿Cómo? a mi suegra le dicen la cucaracha porque todos los viernes llega borracha, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, ay, ay. Jálale, compadre. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra cortita, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Que repiquen campanas de San Andrés, de San Andrés, de San Andrés. La mujer que yo quiero es una grandota porque tiene las ancas de guajolota, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero desde que supe que morena es la Virgen, de Guadalupe, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba.
que se acabe la mamba, que se acabe la mamba y vengo otra zona allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba! Eso. ¿Cuánto falta? Ya ves cómo se puede pasar un rato agradable, para que vean que no nomás es coordinar, también tenemos artistas entre los coordinadores. Por ahí tenemos una jefa también, pero no, ella está enfermita ahora, hoy la perdonamos. Muy bien, muchachas, esperamos que estén pasando un rato agradable. Le vamos a tocar algo instrumental para que vean que traemos un poquito de todo. Esto es una canción venezolana que se llama Moliendo Café. Ahí está tu café, caballero. Café. Ahí nomás. Gracias.